score de Bayton en général supérieur à 5. Donc, dans le type vasculaire, toujours de transmission autosomique dominante, la peau, il est fine. Nous avions parcouru un peu les particularités de ce type vasculaire avec une peau fine, translucide, le réseau vasculaire qui se voit anormalement et des ruptures vasculaires fréquentes, digestives, artérielles, avec des saignements profus, un faciès caractéristique de type acrogéria, donc les extrémités qui sont prématurément vieillies. Le type scyphoscoliotique, elle, par contre, elle est de transmission autosomique récessive et elle est caractérisée par une hyperlaxité articulaire généralisée, une hypotonie musculaire, une scyphoscoliose qui s'aggrave progressivement et une rupture du globe oculaire qui commence toujours par une fragilité de la sclère. Le type arthrocalasique, elle, transmission autosomique dominante, hypermobilité articulaire vraiment généralisée, subluxation et luxation récidivante, donc vraiment le malade il naît le plus souvent avec des subluxations, luxation de la hanche congénitale. Donc quand vous avez un enfant qui naît de manière congénitale avec des luxations de la hanche, donc il faut savoir évoquer le diagnostic de cette arthrocalasique. Dans le type dermatoparaxis, c'est une maladie autosomique récessive. Il y a une fragilité cutanée extrême et la particularité ici, c'est que la peau elle est relâchée, comme si on avait un aspect de cutis laxa. On va voir tout à l'heure comment se manifeste le cutis laxa. La peau a tendance à s'étirer sans revenir à la normale. Donc vraiment, c'est ça qui caractérise. Mais c'est des types très rares parce que lorsqu'on a un aspect de cutis laxa, on évoque les étiologies de cutis laxa. Et dans ce type-là, ce n'est que la génétique qui va nous permettre de confirmer ces diagnostics. Donc, voici la classification de 2013 de 2017 avec les types nouveaux. Il y a le type classical-like dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la même chose que le type classique, mais la transmission elle est autosomique récessive et il n'y a pas de cicatrice atrophique. Le type cardio-valvulaire, il y avait le type vasculaire, mais ici, c'est la dysfonction des valves qui est au premier signe avec les manifestations classiques de l'Ehlers-Danlos. Le type avec une cornée fragile, c'est les ophtalmologues qui vont faire ce diagnostic-là. Le type spondylodysplasique, le type musculocontractural où l'enfant il a des contractures musculaires en plus de ces anomalies. Le type myopathique avec une hypotonie musculaire généralisée, mais également le type périodontal où il y a une gingivite sévère associée à ces anomalies. Donc, à l'âge adulte, le syndrome de l'Ehlers-Danlos peut être découvert suite à des complications chez la femme, telles que les complications de la grossesse et de l'accouchement, rupture prématurée des membranes, altération due à l'altération du collagène de la membrane chorionique du fœtus atteint. Donc, l'accouchement, il est prématuré et rapide. Il est prématuré, ça veut dire que l'enfant naît vraiment prématuré et il est très rapide. L'enfant peut naître présentation de siège ou de face parce qu'il est hypotonique, il ne peut pas tourner, surtout dans le sexe hypermobile. Il y a un retard de croissance intra-utérin. Lorsqu'on a un retard de croissance intra-utérin, les nouveau-nés peuvent avoir des déformations rachidiennes et une longueur disproportionnée des membres, surtout dans le sexe scyphoscoliotique. Les mères qui sont atteintes de l'Ehlers-Danlos ont des douleurs pelviennes avec une laxité et des subluxations articulaires, des fausses couches, des hémorragies pré- ou postpartum, des hémorragies avec des déchirures périnéales, un élargissement de l'épisiotomie. Donc ça ne se cicatrise pas rapidement ni correctement parce qu'on a dit qu'il y a des anomalies de la cicatrisation avec des cicatrices atrophiques. Voilà. Dans le set vasculaire, on peut avoir chez ces mères des hémorragies incontrôlables avec des risques de décès allant jusqu'à 12% de mortalité.
Aucun examen complémentaire en réalité qu'on a, nous, sur le plan pratique quotidien, n'a de valeur diagnostique, que ce soit la biopsie, l'histopathologie, la microscopie électronique. Il permet juste de peut-être, à la limite, montrer certaines petites anomalies, mais sur le plan diagnostique, vraiment, c'est la génétique, encore une fois, qui permet de dire c'est quel type d'anomalie du tissu conjonctivaux élastique, en particulier d'Ehlers-Danlos. Le bilan chez un malade qui a un syndrome d'Ehlers-Danlos doit être orienté par la clinique. Par exemple, on peut faire une échographie à la recherche de prolapsus de la valve mitrale ou tricuspide, une dilatation de la racine aortique, surtout dans les sets de type vasculaire ou cardio-valvulaire, parce qu'il y a maintenant le type valvulaire. Ou bien, il faut s'abstenir de toute exploration invasive qui peut mener vraiment à des déchirures artérielles. Donc, les explorations invasives sont à bannir. Les radiographies osseuses vont nous montrer certaines déformations vertébrales telles que la scoliose. Donc, après ce chapitre des syndromes d'Ehlers-Danlos, nous allons parler des anomalies du tissu élastique, principalement le pseudoxanthome élastique, qui est une affection autosomique récessive. Ça veut dire que un parent, on a une chance sur 4 d'avoir un enfant atteint. Les parents n'ont pas, ont le gène, mais ne l'expriment pas. C'est une anomalie autosomique récessive. Elle est rare, une personne sur 25 000. Donc, elle est caractéristique parce qu'on appelle l'élactorexie, c'est-à-dire la fragmentation des fibres élastiques qui est responsable des manifestations dermatologiques, ophtalmologiques et cardiovasculaires. Sur le plan dermatologique, on a des signes à type de papules ou de plaques asymptomatiques qui sont parfois jaunâtres, mais vraiment uniquement de couleur chair. Donc, il faut savoir l'évoquer chez tout enfant qui a des papules qui ne grattent pas, qui ne font pas mal et qui évoluent vraiment de manière insidieuse. Et la topographie est particulière au niveau du cou, des grands plis. Les plaques muqueuses sont possibles, mais rarement on peut être confronté à des formes généralisées de pseudoxanthome élastique. La progression des lésions cutanées va se faire plus rapidement au cours de l'adolescence et de la vie jeune adulte, puis elle va se stabiliser plus ou moins avec l'âge. Donc voilà les papules sur peau blanche. Parfois, il y a un reflet jaunâtre et le cas que nous avons reçu au service, c'était un cas de pseudoxanthome élastique généralisé avec cet aspect lâche de la peau, mais on sentait quand même une certaine induration qui le différencie un peu du cutis laxa. Et l'histopathologie quand même est assez spécifique en montrant cette élastorexie. Dans ce cas-là, la biopsie quand même est assez contributive pour le diagnostic dans ces anomalies du tissu conjonctif, du tissu élastique. Donc, voici une image d'histopathologie montrant l'élastorésis. Il faudra faire, devant ce diagnostic,